C'est bon? On commence? Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. L'agriculture en Afrique représente en moyenne 30% du PIB du continent, mais les 2/3 des Africains dépendent de cette activité pour leurs revenus. Ces seuls chiffres suffisent à démontrer l'importance stratégique du monde rural pour contribuer au développement des économies africaines. Or, la crise alimentaire en 2008 a une nouvelle fois confirmé l'extrême fragilité de ce secteur, avec ses conséquences immédiates pour les populations, ces 400 millions de personnes qui sont sous-alimentées sur le continent. Le plus souvent, ce sont des paysans pauvres, vulnérables aux moindres aléas climatiques et à l'extrême volatilité des prix mondiaux, déstructurant au passage les marchés locaux. Pour autant, comment se fait-il que l'Afrique est seule décrochée par rapport à d'autres régions, comme l'Asie du Sud-Est, qui a vu ses rendements agricoles progresser très important, enfin une forte progression ces dernières années? Comment se fait-il aussi que l'Afrique est décrochée par rapport au Brésil, qui est devenu en quelques années la nouvelle ferme du monde? Comment se fait-il que l'Afrique importe jusqu'à 85% de ses denrées alimentaires? Que faut-il faire pour engager cette fameuse révolution verte afin de nourrir les 2 milliards d'Africains attendus en 2050? Pour répondre à toutes ces questions, autour de moi, Sally Kosgei, ministre kenyan de l'Agriculture. Bonjour Madame le ministre. Antoine Gambi, ministre centrafricain des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur le ministre. Mamadou Tangara, ministre gambien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Bonjour Monsieur le ministre. Et Cheikh Sidi Diarra, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonjour Monsieur Diarra. L'Afrique est le seul continent qui a vu sa production agricole par habitant diminuer ces 30 dernières années. À qui la faute? Et je propose de poser cette première question à Madame le ministre kenyan de l'Agriculture. Thank you very much. Actually, if I'm to speak about Kenya, the agricultural production has not reduced. What has happened is that we have more people, we have more production, and as a matter of fact, if you were to look at what Kenya has done in the last few years, we did follow all that we were supposed to follow, but there was a drought, as is bound to happen these days in that part of the world, and what we achieved there was that we could not distribute that food properly because of infrastructure problems, but we also achieved the status of getting the third largest city in the country as a refugee center called Dadaab, which given what we were listening to this morning, there were 3 countries from the small islands whose population is less than 50% of our new city created by hunger and drought called Dadaab, which, as you know of today, has cholera and other issues. So it isn't necessarily reduction of food production to answer your question. It is other issues. There is climate change. There are people who are living in those areas. It is infrastructure, which is not developed. And also, there is a problem in the sense that the other foods which could be distributed, it is difficult to do so. But I must tell you that Kenya is the home of UNEP. So while we have learned a lot from them, we still see a certain absence of the international community in the involvement of food production. Mamadou Tangara, comment vous voyez les choses, cette évolution de l'agriculture africaine qui est vraiment en décrochage par rapport à d'autres régions du monde? Je parlais tout à l'heure de l'Asie du Sud-Est, du Brésil. Est-ce qu'il y a une responsabilité des dirigeants africains par rapport à cette situation de leurs paysans? Thank you very much. First of all, I would like to register my appreciation and gratitude for the Moroccans for inviting us to attend this forum. And to respond to your question, I think the fundamental problem with Africa is that since independence, we've been listening to others to give us our priorities.
And I think one of the things that we've been able to achieve in the Gambia, by the way, there is a huge increase in the agricultural production in the country, because one of the first clarion call made by the president was to invite people to go back to the land and to grow what they eat and eat what they grow. And I think this is very important, because we are saying that the president is always telling us that when you follow others, you are always behind. So it's important that we come out with our own strategies to deal with the situation. And this reminds me of one of the intervention of a farmer during an information seminar organized by the European Commission in the Gambia, where we were looking at duplication of efforts and actions by many organizations intervening in the Gambia. And this farmer was very grateful, and he came and he said to us, it's good that this time we were invited, because you always come with your projects, go with your projects, but our problem remains. That is putting a big question mark into what we call the bottom-up approach and the ownership of things. And today I think we've gone beyond that. And the fundamental thing in the Gambia, now I will turn to French, c'est que nous avons pu rompre avec la monoculture arachidière. Et je pense que ça rendait nos pays étaient fortement dépendants de l'extérieur. Et justement aujourd'hui, on se tourne vers une agriculture qui vise d'abord à prendre en charge nos besoins internes que de penser à exporter. Parce que nous sommes convaincus que tant que tout ce que nous mangeons, nous sommes obligés de l'importer, on va se retrouver dans ce cercle vicieux de dépendance et de sous-développement. L'objectif étant de parvenir à terme à une forme de souveraineté alimentaire? Tout à fait. Et je pense que, bon, peut-être qu'on est dans une ambiance de campagne électorale actuellement en Gambie, mais ce n'est pas pour faire un peu l'apologie du président, mais je pense qu'il a donné l'exemple. C'est le seul président africain qui, quand il prend ses vacances, retourne dans son village et cultive effectivement. Donc aujourd'hui, même au niveau du gouvernement, nous avons tous nos champs, c'est vrai. Et puis au niveau des casernes militaires, les gens rivalisent en cultivant et on essaie de voir ceux qui produisent le plus de graines et ils sont récompensés. Monsieur le ministre, merci. Antoine Gambouis, comment se fait-il que l'Afrique centrale, puisque vous êtes centrafricain, ne parvienne pas à exploiter son immense potentiel agricole, mais aussi forestier, en l'occurrence pour la Centrafrique? Comment expliquez-vous cette situation par rapport... Non, je vais vous donner mon micro, on va partager le micro. Ah, moi, non, vous en avez un, vous voyez. Voilà, c'était ici. Je vais... Allez-y, je vous donne la parole. Avant de partager avec vous cette auguste assemblée, la réflexion que m'inspire le thème et la question que vous venez de me poser, je voudrais remercier les initiateurs de ce forum pour l'invitation qui m'a été accordée. Et nous participons, nous, la RCA, pour la première fois à ce forum ici à Tanger. Merci pour votre question. Comme vous le dites, effectivement, je vais parler de mon pays, la République centrafricaine, qui constitue un cas particulier. Comment voulez-vous un pays comme la République centrafricaine, qui dispose d'immenses potentialités? Il pleut au moins 7 à 8 mois l'an, actuellement. Il continue de pleuvoir en République centrafricaine. Ça veut dire qu'on pourrait faire 2 à 3 récoltes par an? 2 ou 3 récoltes par an. Des céréales, soit le maïs, autres, par an. Et qui dispose de tout, des pâturages pour l'élevage, et comme vous voulez le dire aussi, une partie du territoire est couverte de forêts. Le bassin forestier, n'est-ce pas, du Congo. Et effectivement, le problème du développement agricole se pose. La réalité, c'est quoi? C'est que les paysans continuent à utiliser les méthodes culturelles archaïques. On continue à cultiver avec d'abord la houe. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas, les populations ne peuvent pas cultiver d'immenses
de grandes étendues, n'est-ce pas, agricoles. Mais pour la mécanisation, il faut investir, il faut donc de l'argent. Justement, il faut investir, c'est ça. Et les pays émergents, comme vous venez de les citer, d'Asie et autres, je crois que c'est ce que nous souhaitons, puisqu'on pose la question par rapport à l'Afrique centrale, qui est l'une des régions les plus riches d'Afrique, où l'agriculture, malheureusement, n'est pas assez développée pour qu'on puisse produire suffisamment et pour nos populations et éventuellement aussi pour l'exportation. Je crois que la question est là. De même, pour notre forêt. La forêt du bassin du Congo, qui est l'un des grands massifs forestiers du monde. Deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Tout à fait. Qui est, comme on le dit, qui n'est pas assez détruit, il n'y a pas assez d'habitations, d'habitants dans cette forêt, qui est en sorte assez vierge et qui effectivement nous demande, n'est-ce pas, de la protéger, mais il n'y a pas la contrepartie. Ici, on a entendu que ce soit tout à l'heure, au niveau de l'environnement, c'est nous, en Afrique centrale, on protège l'environnement de chez nous, puis ce bassin forestier est protégé. Mais il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Voilà la question qu'on pose, et comme il a été dit, où des promesses ont été faites à tous les niveaux, partout, et on continuera toujours à faire des promesses, et comme on l'a fait à Copenhague, comme on l'a fait en Cancun, qu'on le fera certainement à Durban, et aussi l'année prochaine à Cancun, à Rio, sans qu'il y ait de résultats. Monsieur le ministre, merci. Cheikh Sidi Diarra, avant de vous poser la question, un seul chiffre. En 1979, 20% de l'aide publique au développement était affectée à l'agriculture. En 2010, c'est le dernier chiffre que j'ai réussi à trouver, je n'ai pas le chiffre 2011, veuillez m'excuser, nous sommes à 5%. Est-ce que la communauté internationale ne porte pas une lourde responsabilité dans ses choix stratégiques et provoquant de fait une sorte de décrochage de l'agriculture africaine? Merci beaucoup. Ah, voilà. Il ne marche pas. Voilà, c'est bon maintenant. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler du soutien de la communauté internationale aux efforts de développement du secteur agricole sur le continent africain. Moi, je pense que le plus important, c'est l'effort national en termes de développement d'une stratégie nationale de développement de l'agricole. Cela a été convenu dans le cadre du cadre intégré que le continent a développé lui-même, amenant les pays africains à s'engager à consacrer 10% de leur budget national au développement du secteur agricole. Mais ce que vous avez donné comme chiffre, c'est bien exact. L'aide publique, la part de l'aide publique au développement consacrée à l'agriculture est passée de 20% à 3%, et puis est remontée en 2009 à 5-6%. Et la FAO elle-même reconnaît cela. C'est effectivement une négligence dans le cadre des investissements dans le secteur de l'agriculture. Il y a eu une incorrection de l'assistance internationale dans le sens que beaucoup plus de ressources sont allées vers les secteurs sociaux, de l'éducation, de la santé, au détriment des secteurs productifs comme les investissements dans le secteur du développement rural et dans le développement de l'agriculture. Mais récemment, il y a 2 ans, le secrétaire général des Nations Unies a initié une task force qui est venue avec un cadre compréhensif intégré de développement agricole et qui propose justement de corriger cette imperfection dans l'assistance internationale, de rééquilibrer les choses de manière à ce que plus de ressources soient allouées, n'est-ce pas, à l'investissement dans le domaine du développement rural et de l'agriculture.
À ceci près, je vais vous relancer immédiatement, monsieur Diarra. Lors du sommet d'Aquila en 2009, 22 milliards de dollars avaient été promis justement à l'agriculture et à la sécurité alimentaire d'ici à 2012. Et pour l'instant, nous sommes encore loin du compte en termes d'engagement financier. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris par la communauté internationale qui malheureusement ne sont pas honorés à concurrence du niveau attendu. Mais il y a une mobilisation de plus en plus importante. Il y a surtout une prise de conscience qu'il est particulièrement important d'assurer la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire des pays en développement et en particulier des pays africains pour que le développement soit durable dans ces pays-là. Donc là, on vient de souligner la responsabilité de la communauté internationale. Peut-être que les dirigeants africains aussi ont leur propre responsabilité, puisqu'il y a un seul chiffre là qui permet de traduire cette responsabilité. 10% des dépenses publiques en Asie sont affectées à l'agriculture, 4% en Afrique. La question est très simple. Est-ce que les dirigeants africains n'ont pas, finalement, abandonné leurs paysans, leur monde rural, au profit des populations urbaines qu'il fallait à tout prix nourrir avec des aliments peu chers et importés, avec au passage un abandon des taxes douanières pour nourrir ces populations urbaines qui sont aussi politiquement peut-être un peu plus belliqueuses que les populations rurales. Madame le ministre, quelle est votre analyse sur cette stratégie politique ? Thank you very much. I don't think that the problem is the African leadership. I think that question may be general for the rest of the continent, but let me tell you what is happening in East Africa and more specifically in Kenya. The African leaders, as you may be aware, actually undertook to spend 10% of their budgets on agriculture. And by the way, Kenya is an agricultural country. We don't have minerals or oil. And over 60% of the population is in rural areas farming as effectively as they could. Most of these are women, by the way, nothing to do with me. But the constraints have to do with other issues. Kenya, you can almost say, is two countries, because in rural Kenya, where we are able to get reasonable rain, whenever we get that reasonable rain, we do produce food. But we are also a Horn of Africa country and should be actually one of these that we should analyze to see whether we can remove the pictures we get on our television screens from the Horn of Africa when the rain fails. We did have a conference in Nairobi 2 months ago to look at the problems of